Bonjour chers compagnons de Front Populaire, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de la crise en Ukraine qui défraye la chronique et pour sortir un peu des analyses que l'on entend le plus souvent et pour voir plus en profondeur ce qu'il se passe. D'ailleurs, avec l'équipe de Front Populaire, peut-être qu'on reviendra avec une vidéo ou un texte plus long détaillant ce que je vais vous dire. Donc hier soir, la Russie a pénétré, a envoyé ses troupes sur les deux territoires autonomes de l'est de l'Ukraine, de Luhansk et de Donetsk, en violation des règles internationales, mais utilisant le prétexte de ce qui avait été fait en 1992 en Bosnie-Herzégovine et en 2008 au Kosovo, pour faire à peu près la même chose qu'avaient fait les États-Unis alors, c'est-à-dire s'asseoir sur les traités internationaux et sur l'intangibilité des frontières. J'ai été assez étonné que autant de gens soient étonnés que la Russie mène cette opération. Bien sûr, on avait parlé des troupes qui étaient accumulées tant à l'ouest de la Russie qu'au sud de la Biélorussie, mais en dehors de ça, eh bien, depuis longtemps, depuis plusieurs mois, une série d'éléments auraient dû mettre la puce à l'oreille de nos dirigeants, et s'ils ne l'ont pas mis, c'est plutôt un mauvais signe sur la capacité à prévoir les événements géostratégiques. Alors il y a eu la réduction lente, mais certaine, des approvisionnements de gaz pour vider les réserves de gaz en Europe, de la part de la Russie. La Russie qui alimente un tiers des besoins en gaz de l'Europe. Il y a eu également la distribution de passeports russes à 700 000 citoyens ukrainiens d'origine russe, ce qui est de facto une invasion. Il y a eu toute une série de mouvements en dehors de celle des troupes, de guerre qu'on appelle de guerre hybride, c'est-à-dire d'attaques cyber et de déploiement d'agents provocateurs en Ukraine. Toute chose que ceux qui suivent la situation voyaient bien se mettre en place. Donc c'est une opération préparée de longue date et que moi j'ai toujours annoncé. C'est-à-dire que depuis 2014, je pense que la Russie a pour objectif long et stratégique la récupération d'une bonne moitié de l'Ukraine. Sauf que voilà, du côté russe, les choses sont perçues d'une manière particulière qui explique pourquoi il y a eu ces opérations. Le fait est que l'OTAN s'élargit à l'Est depuis la fin de l'URSS, contrairement aux promesses faites par les États-Unis, et menace la sécurité de la Russie. Depuis 2007, depuis son célèbre discours au sommet de la sécurité de Munich, Vladimir Poutine avait dit que la Russie n'accepterait plus que ses besoins de sécurité ne soient pas garantis, et appelait à une grande conférence sur la paix, la sécurité et les frontières en Europe, ce qui n'a jamais été suivi d'actes du côté occidental. Non seulement ça n'a pas été suivi d'actes, mais il y a de facto une véritable tentative de faire adhérer tant en 2008 la Géorgie que récemment l'Ukraine à l'OTAN, ce qui est un fil rouge absolu, dressé, et tout le monde, on le sait dans toutes les chancelleries, par la Russie. Et puis il y a eu toute une série d'actes de montée en conflictualité entre la Russie et les États-Unis, de la part des États-Unis. Ça a été la mise en place du bouclier antimissile en mai 2012, c'est-à-dire une nouvelle escalade à la course aux armements, ce qui a entraîné la mise en place des missiles nucléaires de moyenne portée Iskander dans l'enclave russe de Kaliningrad. Les États-Unis sont sortis du traité de ciel ouvert en 2019. Les États-Unis ont quitté les différents accords de réduction des armements tant stratégiques que de portée intermédiaire, entraînant, là encore, une course aux armements russes. Bon. Il s'ensuit que nous sommes dans un niveau de conflictualité extrême avec la Russie, avec des conséquences lourdes. Il y a eu les sanctions qui ont été faites à la Russie en 2014, quand elle a déjà pris possession de la Crimée. Il y aura de nouvelles sanctions, et il y a ce conflit ouvert
qui peut s'aggraver considérablement, surtout si les États-Unis poussent une Ukraine qui n'est pas prête à affronter la Russie à aller militairement défendre ces régions. Mais surtout, tout cela, c'est l'arbre qui cache la forêt, et la forêt, c'est une victoire stratégique chinoise absolue. Déjà en 2014, au moment des sanctions occidentales contre la Russie, la Chine avait sauvé l'économie russe en achetant par avance plus de 16 milliards de mètres cubes de gaz à la Russie, en payant 60 milliards en avance, en faisant un prêt de 50 milliards et en participant à la construction du gazoduc permettant d'amener ce gaz en Chine. Il a été finalisé en 2019. Par ailleurs, depuis cette époque, Chinois et Russes ont développé leurs accords commerciaux, agricoles, militaires, au point où les Russes aident les Chinois à développer leur système antimissile, domaine dans lequel ils sont plus en avance que les États-Unis. Cette nouvelle crise, eh bien, cette fois, a été préparée, et ça aussi, normalement, on aurait dû s'en rendre compte dans les chancelleries occidentales, par, entre autres, un voyage en ce sens de Vladimir Poutine le 4 février à Pékin, où il a rencontré son homologue chinois Xi Jinping, et où ont été noués de nouveaux accords. C'est-à-dire que l'accord initial de 2014 a été aggravé et portera non pas seulement à 16-17 milliards de mètres cubes de gaz, mais à 48 milliards de mètres cubes de gaz à horizon très court, 2025. Et pour y parvenir, cela signifie qu'il faut réorienter l'exploitation et la production du gaz, en particulier dans la zone de Yamal, au nord de la Russie, et qui alimente l'Europe, vers la Chine. C'est-à-dire construire un nouveau gazoduc sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce nouveau gazoduc s'appelle Force de Sibérie 2 et pourra déplacer quelques 50 milliards de mètres cubes de gaz. Il faudra des investissements massifs, mais que les Chinois sont également prêts à mettre puisqu'ils profiteront de ce gaz. En conséquence, il se passe quoi? Eh bien, il se passe que les Chinois obtiennent sur 30 ans des hydrocarbures à bas coût, parce qu'en plus, ils recevront 300 000 barils de pétrole par jour. C'est un des éléments du contrat négocié en début février à Pékin. Donc ils n'auront plus besoin du charbon qu'ils amènent d'Australie, ni du gaz liquéfié qu'ils amènent des États-Unis. Ce qui est parfait, compte tenu de l'alliance AUKUS, c'est-à-dire Australie, Royaume-Uni, États-Unis, qui nous a coûté la vente de nos sous-marins à l'Australie, mais qui est une alliance, donc l'alliance AUKUS, contre la Chine. La Chine reçoit un allié de poids, en tout cas militaire, avec la Russie, et plus on tendra les relations avec la Russie, plus la Chine aura une mainmise sur la Russie et se constituera en nouveau bloc hégémonique, puisque c'est stratégiquement ce que vise la Chine, c'est concurrencer les États-Unis dans la direction du monde. Or, cette tendance qu'ont eu les faucons et les néoconservateurs américains de pousser à l'extension de l'OTAN, de refuser ce qui aurait été possible, et ce en quoi croyait le général de Gaulle, et qui aurait été possible en 1991, c'est-à-dire rapprocher la Russie de l'Europe, eh bien, a provoqué tout le contraire, et une tension dont on voit la matérialisation aujourd'hui en Ukraine. Je fais partie des optimistes, malgré la situation difficile, et je crois que on peut revenir en arrière et éviter cette destinée stratégique qui serait tragique. D'abord pour nous, Européens. Non seulement pour les Ukrainiens qui vont faire face à une guerre, mais pour tous les autres, car les conséquences économiques seraient dévastatrices pour l'ensemble du continent européen. Ce dont les États-Unis n'ont que faire, puisque ça ne les concerne pas directement. Malheureusement, pour faire cela, il n'y a qu'un seul pays qui peut être une nation pivot entre la Russie et les États-Unis, une nation qui serait non alignée, et cette nation, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous sommes la 5e puissance mondiale. Nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et nous avons l'arme nucléaire. Mais tant que nous resterons vassalisés
aux États-Unis dans l'OTAN, nous ne pourrons pas jouer ce rôle. Et c'est bien malheureux car le président de la République, Emmanuel Macron, a bien essayé de faire quelque chose, mais étant pieds et poings liés dans l'OTAN, la voix de la France porte peu et a été largement méprisée par Vladimir Poutine. On voit, avec cette crise, combien est absurde la mise en conflit avec la Russie. Combien est nécessaire d'avoir une France indépendante et non alignée. Et combien il est nécessaire, ô combien nécessaire, de relocaliser nos industries. Car dans les tensions qui vont suivre, en particulier avec la Chine, puisque c'est encore une fois elle qui est le grand vainqueur de cette opération, qu'allons-nous pouvoir dire, nous, dont la moitié de nos approvisionnements en médicaments sont produits en Chine? La Chine aura un levier, quand elle le voudra, contre nous. Voilà les enjeux de cette crise qui ne fait que commencer et dont les développements, j'espère, ne seront pas trop douloureux pour les Européens et les Français. À bientôt.